Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui. Nous allons nous interroger sur le thème de la recherche scientifique et j'ai invité un philosophe, un professeur de philosophie, à nous parler de cette réalité. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Eh bien, mon invité philosophe que j'évoquais il y a un instant est le professeur Gilbert Ottois. Vous connaissez bien La pensée et les hommes, vous êtes venu souvent à nos émissions et nous vous recevons, Gilbert Ottois, pour votre dernier livre paru il y a quelque temps déjà, aux éditions Vrin à Paris et qui porte comme titre « La science entre valeurs modernes et postmodernité ». Vous êtes un spécialiste de bioéthique, même vous êtes membre du comité belge de bioéthique, et il y a une partie de votre ouvrage qui est consacrée justement à la bioéthique et à une déclaration universelle de l'UNESCO sur la bioéthique. Alors, en quelques mots, de quoi s'agit-il et en quoi cette déclaration change-t-elle peut-être les réalités philosophiques liées au thème de la bioéthique? Oui, alors cette déclaration universelle est le produit d'un long travail de discussion, de négociation aussi, d'abord au sein du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, qui est un comité d'éthiciens. Éthiciens, c'est-à-dire au sens très large du terme, des personnalités scientifiques, philosophes, juristes, etc., qui sont sensibilisés, intéressés par les questions d'éthique. Et ce texte, qui a été d'abord produit par un comité d'experts, en quelque sorte, a ensuite été négocié à un niveau plus politique par le comité intergouvernemental de bioéthique, également de l'UNESCO. C'est pour cela que je parlais aussi de négociation. Alors, le but, c'était d'essayer de repérer un certain nombre de principes généraux, applicables universellement, puisqu'avec l'UNESCO, nous sommes effectivement au niveau mondial, mondial précisément. Ça comporte un certain nombre de difficultés, vu le grand multiculturalisme, la multiplicité des intérêts, des traditions, des religions, des philosophies, etc. Enfin, le but, c'était d'essayer de trouver un certain nombre de principes, par exemple, pour concrétiser le principe de dignité, le principe d'autonomie, principe du poids entre les coûts et les bénéfices, principe de vulnérabilité, principe de justice, principe de bienfaisance, etc., qui serait d'une application universelle. Alors, une des craintes qu'avaient un certain nombre de personnes, c'était de figer en quelque sorte une espèce de hiérarchie de principes de la manière dont cela fut fait par les États-Unis, par le comité de bioéthique des États-Unis dans les années 70, où on a affirmé le principe d'autonomie, puis le principe de bienfaisance, mais le principe d'autonomie, en quelque sorte, primait le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance, et puis le principe de justice. D'autres auraient souhaité, par exemple, affirmer, comme le principe fondamental, le principe de la dignité humaine, du respect de la dignité humaine. Ce qui s'entend, hein, ce qui s'entend, mais ce qui s'entend aussi dans des sens différents. Bien sûr. Parce que, voyez-vous, le contenu de dignité humaine n'est pas le même, extrêmement vague, variable, etc., puisqu'il est invoqué aussi bien contre l'avortement, par exemple, puisque le fœtus est une personne humaine et il faut respecter sa dignité comme une personne, mais elle est aussi invoquée pour justifier des procédures d'euthanasie, n'est-ce pas, puisque mourir dans la dignité,
fait bien allusion aussi à cette dignité. Donc il faut se méfier de cette notion sur laquelle tout le monde s'entend, certes, mais lorsqu'on va voir un petit peu les conséquences, les pratiques, etc., les choses sont beaucoup plus compliquées. D'où le danger qu'il y aurait à placer un principe au fondement de tous les autres. Outre le fait aussi que... Les détournements possibles sont trop évidents, c'est ça que vous voulez voilà, dire. oui, et aussi le fait que se limiter à un seul fondement, c'est peut-être un peu dangereux. Et heureusement, je dirais que la Déclaration universelle de l'UNESCO, donc sur les droits de l'homme et la bioéthique, a échappé à ce péril, enfin à ce risque. Oui, l'écueil, le risque. À cet écueil, oui. En affirmant finalement de manière relativement égalitaire un grand nombre de principes, aussi bien le principe de la dignité que le principe de l'autonomie ou de la liberté de l'individu. Assez souvent, dignité et liberté ou autonomie ne vont pas ensemble. Hein. Et moi, j'en suis très heureux parce que je trouve qu'il y a là non seulement la possibilité d'une grande ouverture, d'une grande tolérance, mais aussi un sens assez convaincant de ce que c'est qu'un choix ou un jugement éthique. Très souvent, lorsqu'on doit prendre position sur une question éthique, des principes entrent en conflit. Et on ne peut pas, en quelque sorte, satisfaire à tous les principes à la fois. Il faut juger, et juger, c'est cela. Mais donc, ce n'est pas un automatisme. Si on avait une hiérarchie claire de principes, pas de problème, n'est-ce pas, on les appliquerait mécaniquement. Mais c'est pas ça, juger du point de vue moral et éthique. Donc, il est très heureux que tous ces principes soient là, en quelque sorte, comme idée directrice, comme valeur dont il faut tenir compte. On sait bien qu'on ne pourra pas tenir compte de tout, mais on saura aussi, on aura conscience de ce qu'il y a lieu de sacrifier dans certains cas de jugement bien précis. Alors l'autre volet de notre discussion, mais il nous reste très peu de temps pour en parler, c'est la recherche scientifique vue par un philosophe. La plupart des gens, quand ils pensent ou ils évoquent la recherche scientifique, ils voient un savant dans un laboratoire avec des éprouvettes ou un médecin au chevet du malade. Or, le philosophe, lui aussi, c'est quelqu'un qui fait de la recherche scientifique. Comment et pourquoi, Gilbert Hautois ? Écoutez, je crois que cette notion de recherche scientifique, comme la notion de la science elle-même, a fort évolué au cours de ces dernières décennies. Bien sûr, il y a une préhistoire qui remonte à l'âge classique, à Francis Bacon, par exemple, fondation de la science moderne. Je distinguerai trois grands moments dans cette évolution. Un premier moment, c'est après la Seconde Guerre mondiale, où le président Truman demande à un certain Vannevar Bush un rapport. Ce rapport, qui s'appelle Science, the Endless Frontier, la science, cette frontière sans fin, qui est toujours effectivement illimitée. Et ce rapport a donc eu une importance, une influence assez grande sur la politique scientifique des États-Unis, mais d'une manière plus générale. Et il place à la base de la recherche fondamentale qui est libre, qui doit être subsidiée par l'État, qui se passe dans les universités et dont les applications, n'est-ce pas, alimenteront les industries, assureront le progrès social, assureront le plein emploi, etc. C'est la recherche appliquée. C'est la recherche, voilà, c'est la distinction entre la recherche fondamentale, publique, et puis la recherche appliquée. Seulement, dans les années 80 et surtout dans les années 90, ce schéma, ce modèle, qui est le modèle classique, a commencé à être très fort critiqué. On a estimé, d'une part, que la liberté de la recherche, c'est une illusion, que d'autre part, la recherche ne se faisait pas uniquement dans les universités, mais aussi dans le monde industriel, que enfin ce schéma fonctionnait assez mal en Europe parce que de la recherche fondamentale à ses applications industrielles, il y avait souvent beaucoup de hiatus et beaucoup de... Et à ce moment-là, on a commencé à repenser la recherche scientifique comme étant beaucoup plus complexe, beaucoup plus plurielle, avec des acteurs qui sont aussi bien des acteurs scientifiques, techniciens, industriels, entrepreneurs, tenant compte aussi bien d'aspects sociaux le phénomène recherche et développement, innovation est devenu donc une activité dont le sujet, en quelque sorte, est pluriel et conflictuel aussi, parce que les intérêts d'un industriel, d'un financier ou d'un chercheur ne sont pas nécessairement convergents.
Eh bien, merci beaucoup, Gilbert Rozouard, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle le livre qui était un peu à la base de notre discussion, intitulé La science entre valeurs morales et postmodernité, ouvrage publié à Paris aux éditions Vrin. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et bonne nuit.